Salut Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas? Avec grand plaisir, Gildas. Mais moi, ça va super bien. Je suis hyper heureux de tourner ce premier podcast pour moi avec toi. J'ai hâte de voir la suite. Carrément. Du coup, tu es notamment préparateur physique aux Étoiles 92, un club privé de natation lancé en août 2020, si je ne me trompe pas, C'est ça, exactement. en Tout plein à fait. Covid. Oui, exactement, tout à fait. C'était le gros défi de cette nouvelle aventure. Et du coup, le club a un positionnement assez novateur avec de grosses têtes d'affiche qui parrainent l'équipe, comme Camille Lacour, Grégory Mallet et Jérémy Stravius aussi, c'est ça, hein? Exactement, voilà. C'est nos grands parrains qui nous aident au quotidien à faire grandir cette aventure qui ne demande qu'à être belle dans les prochaines années. Et du coup, un super staff dont tu fais aussi partie avec des résultats déjà plutôt cool pour cette année. C'est ça, exactement intéressant. Nouveau staff, nouvelle aventure. Tout commence un peu à se mettre en place. Donc, encore une fois, le meilleur reste à venir, je l'espère pour nous. Carrément. Du coup, dans ce contexte, je voulais en savoir enfin, faire un peu plus ta connaissance et puis partager ton histoire. Donc, si tu veux bien, je te propose qu'on revienne à tes débuts, là où tu as Yes. grandi, comment tu as d'abord découvert le sport et puis comment petit à petit, tu en as fait Allez. t'es devenu un pro du sport, quoi. Ouais, voilà, on va dire ça pour l'instant. Moi, actuellement, j'ai 27 ans. J'ai toujours un petit peu baigné dans le monde de sport depuis que je suis petit. Mon papa a fait du foot. Voilà, j'ai toujours eu un peu cette passion pour le sport et ce qui m'a donné envie par la suite de me tourner voilà, vers des études de STAPS. Une fois que j'avais mon bac S en poche, je me suis tourné vers STAPS et bon, déjà à l'époque, j'avais toujours cette petite idée de devenir préparateur physique. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. On reviendra un peu d'où vient ça après, cette passion, mais dans ma tête, au début, c'était plus l'objectif d'avoir un métier avant de pouvoir devenir préparateur physique. Donc, j'ai souhaité devenir professeur de PS. Hmm. Donc, schéma classique d'études en STAPS, master éducation et motricité, non, licence éducation et motricité, pardon, master NEF, et bon, voilà, j'ai pas vraiment réussi à avoir le concours, malheureusement, et maintenant, avec du recul, je vais dire heureusement. Et du coup, voilà, j'ai bossé ensuite pendant, il me semble, 2 ans comme contractuel enseignant de PS. Donc en fait, tu n'es pas titulaire, cependant, voilà, tu es voué à bouger un petit peu dans tous les bahuts qu'on te propose. Et voilà, au bout d'un an et demi, 2 ans, l'académie de Créteil me dit, voilà, monsieur Fourneau, malheureusement, quand on vous a recruté, on en a pris trop, donc on vous coupe votre contrat à la fin de l'année. Ok, super. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Voilà, plus de travail, machin, etc. Donc, je me dis, voilà, c'est peut-être un signe de pouvoir embrayer sur ce qui me plaît vraiment. Et, voilà, au final, ça a été plutôt une bonne pioche. Et voilà, maintenant où j'en suis on va dire dans mon petit parcours de préparateur physique depuis maintenant 2 ans, quoi. Et du coup, quand tu as fait S, etc., tu avais déjà envie de faire un truc dans le sport, déjà au collège, au lycée Ouais, exactement. Alors je ne sais pas si je suis un peu dans le même cas, mais en fait, moi, j'ai découvert un petit peu la musculation au lycée. C'est dans les programmes. Et en fait, ça m'a tout de suite passionné d'être dans une salle, de pouvoir développer des capacités. Alors au début, c'était très, très basique, là, comme quand on commence dans toute activité, hein. Mais j'ai vraiment découvert ça là, ça m'a vraiment passionné. Et ça m'a encore plus passionné quand, à mes 18 ans, je me suis fait une rupture des ligaments croisés. Et Hmm. bien évidemment, il fallait bien évidemment mettre tout en place pour revenir à un niveau de forme physique, on va dire, correct, pour pouvoir continuer à jouer au rugby. Et du coup, c'est là, à partir de ce moment-là, où je me suis inscrit dans une vraie salle de musculation et où, on va dire, toutes les choses sérieuses ont un peu commencé. Et du coup, la muscu, la salle de sport, tu la faisais parce que ça te plaisait de un et aussi parce que c'était un complément pour le rugby à côté. Voilà, exactement. Dès le début, c'était déjà, forcément, quand on est un peu plus jeune, on développe un physique. C'est plutôt intéressant dans cette, entre guillemets, dans cette culture dans cette culture du paraître, on va dire. Donc, au début, c'était ça. Mais très rapidement, c'est devenu, je vais à la salle de sport pour développer des adaptations et des qualités physiques pour pouvoir jouer correctement au rugby. Donc, c'est pour ça que
cette passion pour la préparation physique est née de manière assez tôt chez moi. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé à réfléchir un petit peu mes entraînements de manière très tôt aussi. Du coup, c'est toi qui te faisais tes propres programmes avec l'équipe ou il y Ouais, a voilà, une équipe voilà, exactement. On était un ou deux copains ensemble, on allait à la salle, on se documentait un petit peu sur Internet, on regardait ce qui se faisait, on regardait un peu, bah, voilà, très simplement, c'était voilà, préparation physique rugby sur YouTube, et puis on regardait des vidéos, et puis bah, voilà, ça peut être intéressant pour ça, etc. De manière très très simple, hein. Et on reproduisait un petit peu les schémas, je vais dire pas bêtement, mais de ce qu'on voyait sur les vidéos, et puis voilà, on se débrouillait comme on pouvait aujourd'hui sans grande réflexion derrière, on va dire. Et dans les grandes lignes, si tu devais faire la critique du programme que vous suiviez plus ou moins, même s'il changeait, j'imagine, ce serait quoi la critique que tu aurais à te faire à toi-même il y a La quelques années? critique, c'est que bah, en fait, on s'entraîne au fur, même si on regardait, en fait, on faisait ce qui nous plaisait, en fait. C'est ça, en fait. On n'allait pas forcément faire des sprints, on n'allait pas forcément pousser des chariots, on faisait peut-être pas forcément de conditioning, on était beaucoup sur l'aspect hypertrophique, force, en fait, de cet aspect du rugby, et beaucoup moins sur l'aspect athlétique Hmm. de la préparation physique en rugby. Donc, du coup, voilà, c'est un petit peu la critique qu'on pouvait faire. Mais après, entre guillemets, c'est un petit peu normal au début quand tu commences. C'est pas des choses, quand tu n'as pas trop de réflexion, pas trop de recul ou pas trop de connaissances, c'est pas tout de suite des choses vers lesquelles tu vas te tourner vers ça. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est formateur, et je sais que bah, si potentiellement j'arrive à avoir un rugbyman en préparation physique, je sais ce que je ferai et ce que je ne ferai plus du coup en l'ayant expérimenté déjà moi-même. Est-ce que tu avais quel âge vers ces, Moi, je me suis fait une rupture des ligaments croisés à l'âge de 18 ans. Ok, ouais. Donc, c'est ça, je me suis fait opérer 2 jours avant mes 18 ans. Donc voilà, c'était à peu près dans cette période-là. Et ton expérience, du coup, en tant que prof de PS, qu'est-ce que tu en Euh, as retenu? alors moi, ce que j'en ai sorti, c'est que, alors déjà, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. J'ai eu la chance, dans mes expériences en tant que contractuel, de pouvoir vivre beaucoup de publics différents. C'est-à-dire que j'ai été à Provins, dans un lycée un peu difficile avec des, des, des classes de bac pro, etc. Alors sans vraiment catégoriser, hein, mais des publics un peu plus compliqués. J'ai été dans un collège pendant 6 mois, donc aussi un public plus jeune. Et j'ai eu la chance aussi d'aller, alors au même titre que le lycée un peu compliqué, c'était une chance, hein, pour moi, je l'ai vu plutôt de ce côté-là, d'aller dans un lycée, on va dire, plutôt d'excellence, avec des élèves où vraiment on pouvait appliquer toute la théorie qui fonctionnait dans ce qu'on nous apprenait. Donc en fait, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs expériences, et ça m'a vraiment formé par rapport à ça. Et, euh, et ce que j'en tire, c'est surtout d'avoir une capacité d'adaptation omniprésente. C'est-à-dire que bah, voilà, on a des élèves qui sont très différents, et que bah, voilà, toujours il faut s'adapter, s'adapter, s'adapter. Que notre séance, elle peut être très bien sur le papier, et au final, on la met en place le jour J, et au final, il n'y a rien qui fonctionne parce que peut-être j'ai peut-être pas donné assez envie aux élèves de pratiquer. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, voilà, c'est une semaine avant les vacances, donc ils n'ont plus trop la tête à travailler. Ouais, il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais si je dois en retenir, c'est voilà, cette capacité d'adaptation qui me sert énormément aujourd'hui dans mon travail, et dont enfin, c'est plus ce versant-là qui m'a fait grandir et qui m'a formé en tant qu'enseignant de PS. Et du coup, quand tu parles d'un milieu moins favorisé à un autre plutôt royal, entre guillemets, est-ce que c'était. Exactement. Est-ce que c'est vraiment plus difficile, du coup, enfin, toi, dans ton expérience, ça a été difficile de mettre en place des choses dans le milieu qui est censé être plus difficile, alors que peut-être pour eux, c'est aussi un moment cool, cette Exactement. matière-là, alors que les autres, ils les aiment moins, Voilà. peut-être. Pour moi, j'ai pas trouvé ça plus difficile, j'ai trouvé ça différent. Et en fait, bah, ça m'a forcé à, entre guillemets, sortir de ma zone de confort et de me dire, bah ouais, aujourd'hui, ces élèves, ils sont pas pareils que ceux que j'ai dans le bahut de classe excellence. Donc, du coup, ça m'a forcé à sortir de ma zone de confort, à trouver des leviers qui sont différents pour pouvoir faire accrocher ces élèves, en EPS, et essayer de garder ce côté ludique pour eux, où c'est le moment où, entre guillemets, ils lâchent un petit peu les chevaux,
mais toujours pour voilà, respecter les programmes, bien évidemment, parce que c'est une mission qu'on a en tant que professeur de PS, mais d'essayer de trouver d'autres leviers, de leur proposer une EPS qui leur convient à eux, qui ne convient peut-être pas forcément à d'autres élèves, mais du moins qui leur convient à eux. Mais j'ai éprouvé autant de plaisir à aller dans un bahut d'excellence que d'aller dans des classes, on va dire, potentiellement, bien sûr, je mets des grands guillemets, réputées comme difficiles. Ça m'a toujours plu, ça m'a jamais fait peur. Et c'est quoi ta vision du programme, justement, sans bâcher, parce qu'on n'est pas là pour bâcher, mais s'il y Ouais, a des points positifs, négatifs, et qu'est-ce que tu ferais différemment peut-être? le point, pour moi, le point, on va dire peut-être négatif, c'est que on s'inspire peut-être pas assez du terrain, c'est-à-dire qu'on va, alors après, toute logistique bien gardée, c'est très compliqué, mais aujourd'hui, on forme des professeurs de PS par rapport à des copies ou par rapport à des situations qui vont proposer devant un jury. Mais en fait, on ne va jamais les voir. On ne va jamais voir les personnes qui sont sur le terrain. On a des personnes qui peuvent être excellentes de manière universitaire, c'est-à-dire à la copie, ils écrivent très bien, ils arrivent à poser une réflexion qui est super intéressante, mais au bout de 3 mois, ils se rendent compte qu'en fait, des élèves, c'est pas comme sur une copie, on ne peut pas faire correctement ce qu'on veut, et peut-être qu'ils abandonnent. Et inversement, on a des personnes qui sont excellentes sur le terrain, qui ont peut-être un vécu, même en tant qu'entraîneur, depuis très très longtemps, qui arrivent à mettre des choses en place et qui peuvent faire preuve d'une certaine empathie envers les élèves, qui vont être très bons, mais qui derrière, sur une copie, n'arrivent pas à retranscrire leurs réflexions, etc. Et malheureusement ne vont pas avoir le concours. Donc c'est peut-être le petit bémol que je peux mettre, que ce soit même dans les programmes ou même dans la formation, c'est qu'on manque de s'appuyer sur le terrain, malheureusement. Après, bien évidemment, quand on a 1500 personnes à Ouais. faire passer le concours du CAPES, c'est un peu compliqué d'aller tous les voir au moins 2 heures dans l'année. Donc, bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est un petit peu ce regard-là que je peux avoir de mon vécu de la formation. Et après, en cours, entre guillemets, du coup, tu es assez libre de proposer le contenu que tu veux, bien sûr, en respectant le programme, le thème, etc. Mais tu es Ouais, autonome. ouais, voilà, exactement. Après, voilà, bien évidemment la programmation qui est spécifique au bahut. On peut avoir des sports qu'il y a dans un établissement, pas dans l'autre. Par exemple, moi, j'ai déjà enseigné du baseball. J'ai jamais pratiqué le baseball de ma vie. J'ai trouvé ça génial. Donc c'est assez intéressant. Après, voilà, il faut respecter entre guillemets les programmes, les attentes, bien évidemment, que le gouvernement pose. Et ensuite, après, à l'intérieur, on peut choisir tel ou tel type de situation, tel ou tel type de levier en fonction des élèves qu'on a devant nous, de manière à ce que ce soit le plus efficace et le plus efficient possible pour eux. Du coup, prof de PS, c'est une bonne école pour ensuite être coach ou prépa physique pour l'adaptabilité, etc., quoi. Potentiellement, ça peut être une corde, ça peut apporter une plus-value dans la conduite d'une carrière de préparation physique ou d'entraîneur derrière, sans aucun doute, bien évidemment. Et du coup, après, rappelle-moi, après cette étape-là, du coup, il y avait trop de monde, ils avaient embauché trop de monde. Et après, du coup, tu as bifurqué vers quoi déjà? Alors après, je me suis posé un petit peu, je me suis dit, bah voilà, je me retrouve au chômage, bien évidemment. Donc forcément, quand on a une période de chômage, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc élément tout nouveau pour moi parce que ça m'était jamais arrivé. Et du coup, je me dis, bah voilà, j'ai deux choix. Soit je continue à essayer de trouver des postes, soit je prends des risques et on va dire, je me forme pendant un an parce que voilà, j'ai profité de ma période de chômage qui m'était allouée pour me former. Et je me dis, allez, vas-y, feu, Antoine, c'est un signe, forme-toi et lance-toi. C'est parti, c'est le moment. Et donc, du coup, ça a été vraiment l'élément déclencheur, hein, cette formation, c'est que j'ai commencé la formation chez Transfert, la formation qui avant s'appelait PPRN, préparation physique, récupération et nutrition. Et ça a été, comme je le dis souvent, le vrai détonateur dans ma carrière professionnelle. C'est une formation qui est juste incroyable, avec des personnes qui sont extrêmement qualifiées. Et on va dire que ça m'a conforté dans mon choix, que j'avais bien fait de prendre un risque par rapport à ça. Et que du coup, derrière, voilà, ça m'a apporté aussi un travail, hein. Maintenant, je gagne ma vie grâce à ça. Donc je dois énormément à cette formation qui m'a énormément apporté autant de connaissances que mon métier aujourd'hui, que je pratique avec énormément de plaisir tous les jours. Et après cette formation, du coup, tu as tout de suite trouvé un boulot?
Ouais, exactement. Alors j'ai eu la chance, voilà, de faire cette formation et d'avoir entre guillemets une promesse d'embauche avant de passer ma certification finale chez Transfert. Donc, elle avait lieu début juillet. Je savais, entre guillemets, que j'allais travailler aux étoiles fin juin, quoi. Ouais. Donc, pour moi, ça a été une expérience juste incroyable. Ça a été un vrai coup de pouce, peut-être aussi un petit coup de chance. Mais en tout cas, pour l'instant, tout se passe comme sur des roulettes, on va dire. Et alors, bah, raconte du coup un petit peu, on a fait un peu de teasing, parce que c'est quand même la partie la plus Ouais, ouf, hein, les ouais, étoiles voilà, quand même. c'est ça, exactement. Alors en fait, bah, voilà, j'ai eu une proposition, voilà, si on m'envoie un message en disant qu'il y a un nouveau club qui se crée, est-ce que Antoine, tu souhaites postuler pour ce club, etc. Tout de suite, je me dis un club de natation, machin, j'y connais rien, mais allez, feu, j'y vais, de toute façon, il faut que je travaille, c'est pas grave, je bosserai pour apprendre, pas de problème. Et je postule, et j'ai notamment un premier entretien avec bah, maintenant qui est mon collègue et l'entraîneur Olivier Sangaria, où on passe voilà, 20 minutes à débriefer, il me présente le projet, voilà, etc., comment ça va se passer, la logistique, l'objectif du projet, machin. Et j'ai un second entretien la semaine d'après, avec cette fois-ci avec Olivier et mon collègue maintenant préparateur physique, Patrick L'Hôpitalier, qui est préparateur physique en natation depuis X années, qui a eu des résultats incroyables et qui a été préparateur physique de l'équipe de France pendant longtemps aussi, de l'équipe de France de natation. Et voilà, pareil, on passe un entretien et voilà, je crois que l'entretien, il dure plus d'une heure. Et en fait, on ne voit pas le temps passer et au final, l'entretien se transforme en une discussion comme si on se connaissait un petit peu depuis longtemps, quoi. Donc c'était assez sympathique. Et voilà, fin de l'entretien et Olivier me dit, bah voilà, je te rappelle la semaine prochaine pour savoir ce qu'il en est. Et puis plusieurs jours passent, une semaine, 2 semaines passent, j'ai pas de nouvelles. Donc là, je commence à me dire, je commence à stresser un peu parce que je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, je suis en week-end, je pars dans ma belle famille en week-end. Et puis un dimanche à 17h, je reçois un message d'Olivier en me disant, Antoine, est-ce que tu es dispo? Machin, 5 minutes. Je dis, bah voilà, bien évidemment. Et là, de suite, il me dit, bah voilà, je ne vais pas te faire patienter. C'est toi qui as été retenu pour pouvoir travailler aux étoiles l'année prochaine. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui avaient postulé, qu'on était entre guillemets en concurrence ensemble. Et donc, du coup, voilà, il m'annonce entre guillemets la bonne nouvelle. Et c'est à partir de là que l'aventure a commencé pour moi aux étoiles. Et alors, du coup, tout jeune prépa physique dans un club qui est nouveau aussi. Du coup, C'est il y a plein ça. de choses à faire, j'imagine. Comment ça se structure tout ça entre le plan et puis l'organisation du club en général Alors, il y a plein de choses à faire. Alors moi, entre guillemets, j'ai pas eu énormément de choses à faire parce que je me suis pas trop occupé de tout ce qui est logistique. On savait déjà qu'on allait travailler sur l'université de Nanterre. Donc, les choses qui ont surtout été mises en place, c'est que bah, je découvre un petit peu le groupe qui maintenant s'est étoffé. Donc, dès le mois de juillet, j'ai commencé. Comment? Il y a combien de nageurs en tout? Là, actuellement, on est une vingtaine de nageurs en comptant le groupe élite et le groupe espoir. Ok. Sachant que Garçon-fille? garçons et filles, exactement. L'année dernière, on n'avait pas d'athlètes féminines. Et cette année, on en a intégré dans le staff. Et l'année dernière, on était 6 nageurs, il me semblait. Et cette année, ben voilà, on triple les effectifs avec l'agrandissement du projet. Donc non, j'ai pas eu beaucoup de choses à mettre en place, mais voilà, il fallait découvrir les nageurs, découvrir aussi un petit peu comment Olivier travaillait, et surtout découvrir ce monde de la natation qui était complètement nouveau pour moi. Moi, la dernière fois que j'avais mis les pieds dans une piscine, c'était en STAPS pour faire un 800 mètres sur un partiel, quoi. Donc voilà. Et alors, bah, raconte comment tu as abordé l'apprentissage au final de cette discipline que tu n'avais pas forcément trop pratiqué avant. Euh, et bah, celui qui m'a énormément aidé et qui m'aide toujours beaucoup, bah, c'est Patrick, bien évidemment. C'est une énorme chance de pouvoir profiter de son expérience au quotidien. Voilà, j'ai aussi acheté bah, voilà, son ouvrage Préparation physique en natation qui m'a énormément aidé et qui m'a aidé à avoir un petit peu la réflexion qu'il pouvait avoir en préparation physique en natation, me l'approprier tout entre guillemets, en la combinant un petit peu à ma vision de la préparation physique. Et bon, ça n'a pas été très dur parce qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde. Donc ça a été quelque chose de plutôt facile. Mais voilà un petit peu au début comment ça s'est fait. Et bah, voilà, mon apprentissage, il a continué
aussi en me mettant à nager, tout simplement. Voilà, de mettre les pieds dans une piscine, de nager 1000-1200 mètres, de ressortir de la piscine, de faire le point et de me dire, bah voilà, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Ok, donc potentiellement mes nageurs, ils peuvent aussi avoir mal ici. Donc voilà, c'est peut-être des zones musculaires ou des articulations à prendre plus soin que d'autres. Donc ça a très très bien complété ma formation dans ce milieu-là, on va dire. Et tu avais mal où en l'occurrence? Partout, j'ai Partout. envie de te dire, parce que partout, j'ai envie de te dire, les jambes. Moi, je suis quelqu'un qui suis très terrestre, qui joue au rugby depuis 15 ans. Donc, je peux te dire que quand on met le pied dans le bassin, c'est très compliqué. Donc, les dorsaux, les coudes, les poignets, les cuisses, c'était vraiment très compliqué. Mais voilà, c'est une histoire d'adaptation de quelques temps, mais ça a été très formateur pour le coup. Et du coup, j'imagine qu'en théorie, tout ce qui est planification sur une saison, ça reste commun à tous les sports. Bien évidemment, il y a le planning des compétitions qui vient faire calibrer tout Exactement. ça, mais on fait plus ou moins tous comment dire, la même logique, la même philosophie d'entraînement. Et du coup, les caractéristiques, typiquement, tu vois, une séance même de muscu en natation, ce ne sera pas la même qu'une séance de muscu en rugby. Après, bien Oui. évidemment, ça dépend des forces, des faiblesses, du timing de la saison, etc. Mais comment ça se répartit à peu près, typiquement sur une semaine type lambda, peu importe quelle période, la Euh, répartition entre la nage, la muscu et peut-être d'autres choses auxquelles on pense pas, mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres choses. Enfin, je pense à des sprints, mais certainement pas. J'imagine que non. Mais pourquoi Tout pas à en fait. fait. Ouais, alors typiquement, une semaine type chez nous, c'est 3 séances de musculation dans la semaine, une séance de gainage et une séance de yoga. Voilà, on a mis ça en place avec les nageurs. Donc typiquement, c'est ça. Et je pense que les nageurs, j'ai pas l'idée en tête, mais je pense qu'ils doivent nager à peu près une dizaine de fois dans la semaine environ. Donc ça fait énormément, énormément, énormément de travail. C'est aussi ça qui m'a aussi énormément impressionné chez eux, c'est que il y a un volume qui est juste démentiel, qui peut même se rapprocher de sportifs d'endurance, même pour une personne qui nage du 50 ou du 100 mètres. Donc ça veut dire, voilà, on nage 6000 le matin, 6000 le soir, ça fait 12 bandes dans la journée, plus la muscu, plus les cours à côté, parce que bien évidemment, les étoiles, on met beaucoup d'importance dans le triple projet. Hmm. C'est extrêmement important. Ça veut dire qu'un nageur qui vient uniquement nager, chez nous, ça n'existe pas. Il faut forcément qu'il fasse des études. Donc c'est ça aussi à prendre en ligne de compte, les partiels, etc., les stages. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses pour ces jeunes nageurs et nageuses. Et c'est aussi ça que j'ai appris à comprendre et qu'il fallait comment manager cela. Et où l'expérience de Patrick m'a beaucoup, beaucoup aidé dans la gestion des entraînements par rapport à ça. Et quand tu dis, avant de revenir à la partie études et puis hors entraînement, quand tu dis un nageur de 50 mètres, il doit faire beaucoup de volume d'entraînement, comment tu expliques ça spécifiquement pour la natation? Parce qu'un mec qui fait du 100 mètres, lui, il ne va pas courir l'équivalent de ce que vous nagez en fait. Bien sûr, bien évidemment, c'est tout à fait différent, ne serait-ce que par le milieu entre la natation et la course à pied, le milieu terrestre. Mais alors, attention, je ne suis pas du tout entraîneur de natation, mais potentiellement, on va dire au même titre que dans n'importe quel sport, c'est compliqué d'entraîner un ultra sprinter qui fait que du 50 de la même manière qu'une personne qui fait du 400. Hmm. Donc, du 400, on est sur du demi-fond ou on est sur 50 mètres. Donc voilà, il y a des adaptations à faire au sein de l'entraînement. Potentiellement, voilà, c'est un peu plus de volume d'entraînement, même en muscu et dans l'eau pour un nageur de demi-fond, et une intensité un peu moindre. Et à l'inverse, pour un ultra sprinter, une répétition d'intensité haute plus importante, mais un volume qui est un peu moins, de manière à préserver ces systèmes de sprint qui fournissent beaucoup de puissance et beaucoup de force d'un coup, mais qui sont très vite épuisables Hmm. pour le coup. Donc voilà, on fait des adaptations, que ce soit en musculation et Olivier sûrement un petit peu dans l'eau, de manière à coller un petit peu au profil de chacun des nageurs et de mettre toutes les chances du côté du nageur de créer des adaptations spécifiques et de pouvoir du coup derrière nager de plus en plus vite. Ouais. Et les exercices phares, entre guillemets, à la salle de muscu, ce serait quoi qu'on retrouve la plupart du temps? Alors j'ai envie de te dire, ça dépend de la nage. Ouais. On oriente la préparation physique en fonction de la nage. Typiquement, chez un crawler,
Ça va être plus du travail unilatéral parce qu'on est sur un bras après l'autre. C'est une locomotion qui est assez spécifique, qui est différente de la nage papillon ou de la nage de brasse. Potentiellement, chez un crawler, on va être beaucoup sur du tirage vertical. Donc, ça peut être des tractions. Traction à une main avec une corde uniquement qui est là pour se stabiliser, pour augmenter le côté unilatéral de la traction. Pareil, du pattern de genou, parce qu'on fonctionne beaucoup en pattern, pas en groupe musculaire. Donc, du squat bulgare, admettons. Mm. Et un exercice qui est très transférable aussi pour les crawlers, du pullover. Donc, pullover à une main ou pullover à deux mains. Ça dépend de comment on se situe dans le cycle ou de l'intensité qu'on souhaite y mettre. Et si je dois illustrer chez un brasseur, bah, on va être beaucoup sur des tirages horizontaux, mais cette fois-ci de manière bilatérale, parce que les deux membres interviennent en même temps. Et la particularité est aussi du développé couché, on est sur de la poussée aussi. Et la particularité en brasse, c'est qu'il y a une flexion-extension de genou qui est extrêmement importante sur le ciseau. Et du coup, bah, là, on n'a pas le choix de leur mettre beaucoup de travail de squat profond, si la Mm. mobilité le permet, bien évidemment. Et beaucoup de travail de jambes et de hanches, de manière à développer un petit peu la force de ses fessiers pour économiser ses quadris sur un 100 mètres ou sur un 200 mètres brasse, ça peut bien leur servir. Et Voilà un petit peu j'imagine les exercices phares qu'on peut proposer. j'imagine que dans n'importe quel cas, il faut avoir un gainage de bâtard, quoi. Ah voilà, c'est ce que j'allais y venir juste derrière. Le gainage pour nous, aux étoiles, c'est extrêmement, extrêmement important. Ils en font tous les jours. Même en yoga, on demande des fois de faire des gainages un petit peu, des séances de yoga un petit peu plus sollicitantes, de manière à ce qu'on ait toujours cette connexion et au niveau du gainage, ce gainage conscient, d'essayer de conscientiser ce gainage de manière à ce qu'il devienne ensuite automatique dans l'eau, que ce soit quelque chose de moins à gérer et qu'ils puissent se concentrer sur leur technique et Mm. sur le transfert de la force. Donc on en fait quotidiennement. C'est extrêmement important chez nous. On a communément, en début de saison, on dit que chez nous, aux étoiles, les trois piliers, ce sont le gainage, la mobilité et la prophylaxie. Le gainage parce que ça permet de transférer les forces, la mobilité parce que ça permet d'avoir des amplitudes articulaires plus importantes, donc du coup des déséquilibres moins importants, donc un frein moins important et donc du coup bah, une vitesse qui a tendance à se maintenir ou à dire, on va dire, se baisser le plus tard possible. Et la prophylaxie, tout simplement, bah, parce qu'on vient prévenir les blessures aux épaules chez nos nageurs. Et un athlète qui s'entraîne, bah, c'est un athlète qui a plus de chances de développer des adaptations qu'un athlète qui ne s'entraîne pas. Et on peut dire ce qu'on veut, un athlète qui rate une séance, il ne pourra jamais dans toute sa vie la récupérer. Donc on s'attache à ce que nos athlètes ratent le moins de séances par rapport au développement des adaptations derrière, que ce soit et en muscu et dans l'eau, bien évidemment. Et du coup, tu parlais pas mal d'épaules là, la prévention des blessures, enfin en tout cas les blessures les plus courantes en nage, ce sont les épaules. Ouais, les épaules, surtout sur la partie antérieure des épaules, parce que bah, voilà, on est un mouvement, un mouvement de bras qui est très important, avec souvent une adduction de bras vers le centre du corps. Et donc, du coup, bah, voilà, des tendons devant et des deltoïdes antérieurs qui prennent assez cher. Donc, du coup, bah, il faut absolument qu'on rééquilibre en fait, ce déséquilibre musculaire grâce à des exercices spécifiques de la chaîne postérieure de la scapula, à savoir des rotations externes, l'abaissement de la scapula, mais aussi de la fixation, Hmm. de manière à rééquilibrer un petit peu ce ratio antérieur-postérieur sur le travail d'épaule. Ouais. Bah, c'est hyper clair. Du coup, tu parlais tout à l'heure du triple projet. Donc le triple, Oui, c'est sport, études et reconversion, il me semble. J'ai regardé un ouais, petit peu tout à l'heure. exactement. Voilà. Reconversion derrière l'arrêt d'une carrière, hein, potentiellement. La performance et bien évidemment les études qui sont au cœur de notre projet. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les nageurs actuellement font des études, telles qu'elles soient. On met un point d'honneur à, entre guillemets, c'est que les étoiles, c'est pas le Club Med. Donc, on vient pas juste pour nager. Voilà, entre guillemets, ça se mérite. Donc, il faut aussi faire des études et on ne peut pas se permettre qu'un nageur, s'il souhaite arrêter, se dise, bah voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est aussi une aventure sportive, mais c'est aussi beaucoup une aventure humaine. Donc, en fait, on essaye de gérer tous les aspects de la carrière d'un nageur, que ce soit avant, pendant, mais aussi surtout après. Hmm. Et du coup, comment tu disais que tu gérais ça aussi en collaboration avec les autres membres du staff?
Justement, il y a beaucoup de volume d'entraînement, il y a en plus les études, du coup l'emploi du temps est pas très maigre pour eux ni pour vous Surchargé. d'ailleurs. Ouais. Comment vous gérez ça en tant que partenaire d'entraînement de façon générale, en tant qu'humain aussi la gestion de la charge, on parle souvent de la gestion de la Ouais, charge tout à d'entraînement, mais fait. la gestion de la charge hors entraînement a parfois plus d'impact que l'entraînement lui-même. Tout à fait. Exactement. Et comment vous essayez Alors, avoir une on approche essaie globale? d'avoir trois outils et on a trois pôles qu'on utilise. Et on essaye d'avoir un petit peu le retour ou la valeur intrinsèque en fait, de la fatigue. Donc, en fait, on va tout simplement utiliser un wellness euh, que les nageurs vont remplir 2 fois par semaine, qui va avec une cotation qui va de 1 à, je crois que c'est 5, sur les douleurs musculaires, la fatigue, le sommeil, la nutrition, l'hydratation, etc., de manière à avoir un petit peu le point de vue subjectif en fait, de l'athlète, qui est extrêmement important à prendre en compte. Ensuite, on va utiliser un facteur alors intrinsèque, mais qui ne va pas venir des nageurs, ça va être le suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque, plus communément connu sous le nom de HRV. Donc en fait, nos nageurs vont effectuer 2 fois dans la semaine un test de variabilité de la fréquence cardiaque qui va nous donner en fait à nous le staff, grâce à des analystes qui travaillent là-dessus, la valence entre l'activation du système parasympathique et le système orthosympathique chez un athlète. Donc un petit peu pour éclairer tout ça, le système parasympathique, c'est un petit peu la pédale de frein de notre organisme. Ça veut dire que quand on est un peu surmené, et ben en fait, le corps il va dire stop, je vais mettre en place le système parasympathique, je vais le surcharger de manière à faire récupérer un petit peu mon organisme. Et à l'inverse, le système orthosympathique, c'est la pédale d'accélérateur. Donc ça veut dire que le corps va dire, bah voilà, là c'est bon, j'ai bien régénéré, je suis en forme, allez, vas-y, feu, on peut y aller. Et grâce à ce suivi-là, en fait, on peut voir un petit peu l'orientation, voir un athlète s'il est plus orienté parasympathique ou s'il est plus orienté orthosympathique. Et grâce à ça, on est capable de voir si il est capable de fournir des efforts intenses de suite, s'il a une capacité de régénération qui est assez importante ou pas, et ou s'il a des réserves qui sont conséquentes. Et est-ce qu'on peut travailler sous la fatigue ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'adapter? Et, euh, et ensuite, la dernière chose qu'on utilise, bah, c'est tout simplement, et c'est ce qu'on utilise le plus, nous, c'est la discussion avec les athlètes. C'est le plus important. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu as bien dormi? Ça nous donne des millions d'informations. Et surtout, quand on discute avec un athlète, ça ne lui laisse pas le temps de réfléchir, comme quand il remplit son wellness sur son ordinateur, il n'a pas le temps, il doit répondre du tac au tac. Et entre guillemets, on a je ne vais pas dire la vraie vérité, mais on a vraiment ce qu'il ressent sur le moment, quoi. Et puis peut-être Donc voilà, non-verbal, les expressions. ouais, voilà, exactement. C'est ça. Donc la discussion. Et puis, bah, alors moi, je sais que je le fais beaucoup, mais j'observe énormément mes nageurs pendant l'échauffement. Donc ça veut dire que surtout quand je les laisse en autonomie sur l'échauffement, voilà, je regarde potentiellement les zones qui vont masser avec un rouleau de massage. Je regarde quand ils s'assoient, est-ce qu'ils ont besoin de s'appuyer sur un contre-haut pour s'asseoir, donc potentiellement ça peut donner des indices qu'ils ont des courbatures sur le bas du corps. Est-ce que avant de s'échauffer, ils se touchent beaucoup les épaules, donc potentiellement il y a une gêne qui arrive ici. Donc j'utilise beaucoup l'observation et en étant très humble, je pense que je me trompe rarement. Quand un athlète est sur le plot et il arrive sur le plot et qu'il se touche 3 fois l'épaule comme ça avant de plonger, potentiellement ça donne des indices. Mm. Bien évidemment, on utilise des technologies qui nous servent au quotidien. On fait le choix des fois de suivre la technologie et des fois de ne pas suivre en fonction de ce qu'on voit. Mais la priorité reste quand même le terrain et Ouais. l'interaction qu'on peut avoir à ces athlètes. C'est hyper important pour moi. On ne peut pas se cacher éternellement derrière un wellness ou derrière un suivi de variabilité de fréquence cardiaque. Le terrain reste dominant dans l'analyse un petit peu de la forme de nos nageurs. Et voilà, après, le reste, c'est un plus qui nous donne d'autres infos qui peuvent confirmer ou infirmer notre analyse. Mais on attache le plus d'importance à avoir des interactions avec nos athlètes. Mm. Moi, comme tu sais, je suis un peu geek, j'aime bien tout ça aussi. Et pour Ouais, autant, et pour autant je me dis souvent, admettons, tu vois, moi, pour le sommeil, ta montre, elle te dit que tu as mal dormi, mais toi, tu te sens frais, tu crois qui? ouais, Tu ouais, te c'est crois ça, toi, tu exactement. vois. C'est exactement ça, ouais. Exactement. Ouais. C'est un petit peu le recul qu'il faut avoir par rapport à ça. C'est la technologie, toutes les technologies qu'on utilise, ok, c'est bien, les nouvelles méthodes.
Cependant, derrière, voilà, le terrain, ça reste le terrain. Et il faut qu'entre guillemets, le terrain soit roi de nos jours, que ce soit dans l'entraînement ou dans la préparation physique, pour développer des adaptations chez nos athlètes. Et du coup, tu disais que le HRV, vous le mesuriez 2 fois par semaine? Ouais, Et on le mesure. Ouais, pardon, vas-y. comment vous faites pour avoir un protocole bien précis pour éviter d'avoir, tu vois, parce que si je le teste une fois après l'entraînement et une autre fois après m'être pris une cuite et une fois après avoir bien Exactement. dormi, du coup, j'aurais. Alors en fait, c'est les mêmes jours et aux mêmes heures. Donc c'est-à-dire, nous, par exemple, on le fait le lundi matin pour voir la capacité de régénération qu'ils ont eu pendant le week-end. Et on le fait le jeudi matin de manière à voir l'impact de l'entraînement qu'il y a eu le lundi, le mardi, le mercredi sur, on va dire, la grosse partie de la semaine, on va dire. Euh, donc, du coup, voilà, on les utilise toujours sur le même protocole qui a été déterminé par l'analyste qui nous fait les HRV. Donc, ils ont tous une ceinture cardio, l'application, etc. Et voilà, on regarde les données 2 fois par semaine de manière à voir comment ça va ou comment ça va pas et les potentielles adaptations qu'on devrait mettre en place. Et pourquoi, enfin, c'est pas du tout une critique, mais pourquoi vous n'avez pas un device en permanence connecté ou même pour mesurer les pulsations en nage? Après, peut-être que ça coûte trop cher ou que c'est pas utile non plus forcément d'avoir. Alors ça se fait. Maintenant, il y a des nouveaux capteurs qui se mettent, tu sais, sur les lunettes. Ah ouais. Grâce à notre, bon, voilà, je fais pas de la pub, mais qui nous sont fournis grâce à notre partenaire de chez Polar. Qu'on utilise de temps en temps de manière à voir, moi par exemple j'utilise beaucoup sur les conditioning qu'on fait en reprise, de manière à voir si les athlètes sont dans la bonne zone cardiaque ou pas. C'est très pratique à mettre, ça se met sur le bras, ça se balade pas dans tous les sens. Donc, euh, ouais, je les utilise pour ça. Après, voilà, on essaye quand même, entre guillemets, de se détacher un petit peu de ça et entre guillemets, de pas tout monitorer. C'est-à-dire que voilà, si on commence à monitorer tout et qu'on utilise les chiffres en permanence, voilà, on perd un petit peu de cette capacité d'analyse qu'on peut avoir, nous, le staff. Et voilà, en tout cas, moi, je l'utilise quand c'est nécessaire. Mais j'essaye de pas trop être dépendant, on va dire, voilà, de cette technologie et de quand même garder un petit peu l'œil par rapport à ça. Ouais. Tout à l'heure, quand tu parlais de. Ouais, je voulais revenir sur l'alimentation, parce que tu me disais Ouais. que dans ton cursus de formation, moi, c'est pas du tout mon champ d'expertise. Et du coup, je voulais en savoir un peu plus sur toi, ta vision, et puis potentiellement spécifiquement par rapport à la natation et les Par contraintes rapport qu'il y a. moi, la nutrition, honnêtement, c'est pas du tout mon domaine, même si on a eu beaucoup de cours en nutrition pendant la formation, c'est assez complet. C'est pas du tout mon domaine. Et d'autant plus, c'est peut-être quelque chose qui m'intéresse un petit peu moins. Donc, entre guillemets, je ne me force pas trop, du moins pour l'instant. C'est peut-être sûrement peut-être un axe de progression dans les prochaines années où ça va peut-être être une limite un jour pour moi, mais peut-être à me former un peu plus et à peut-être faire un peu plus attention à ça. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est quelque chose de très, très basique. Quand je donne des conseils aux nageurs, alors je ne suis pas nutritionniste ni diététicien, c'est des choses de manière que j'ai apprises de manière empirique, que j'ai déjà essayé sur moi, que j'ai peut-être expérimenté. Mais voilà, la nutrition est aussi importante en natation parce que on est sur un sport porté. Donc, bien évidemment, il faut, entre guillemets, tracter son poids. Mm. Il n'y a pas la gravité qui nous aide, elle nous dessert plus qu'autre chose. Et du coup, forcément, un ultra sprinter, ou même encore dans tous les cas un demi-fond, qui a peut-être un excédent de poids, on va dire, forcément, il va se fatiguer un peu plus vite. On essaye de faire attention à tout ça. La chose extrêmement simple que moi j'ai mis en place avec la totalité des nageurs l'année dernière et cette année, que ce soit élite ou espoir, c'est que je leur ai demandé pendant une semaine, de manière très simple, tous les jours, dès qu'ils mangeaient quelque chose, quoi que ce soit, ils me l'envoyaient en photo en fait. Sur WhatsApp, très simple, j'avais les conversations, donc je recevais 70 000 photos par jour de bouffe ou de quoi que ce soit. Et en fait, à la fin de la semaine, j'ai fait un récapitulatif et voilà, individuellement, j'ai dit, voilà, tu devrais peut-être manger un peu plus de ça, moins de ça, etc. etc. Et au final, ça a été assez efficace parce que je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait certains athlètes qui n'étaient pas du tout éduqués à ce que c'était une bonne nutrition, la nutrition d'un sportif. Hein. Bien évidemment, c'est dur d'être éduqué à ça.
Donc du coup, c'est de manière très simple que j'ai fait ça, avec des conseils très très simples aussi. Sans trop vraiment rentrer dans les détails, j'ai pas fait de calcul de macronutriments dans les journées parce que bah, c'est très chronophage. J'avais d'autres choses sur lesquelles je devais me concentrer. Donc c'est pas un axe vraiment qu'on a vraiment développé. On surveille toujours un petit peu l'état de forme de nos nageurs. Sur le wellness, ils doivent rentrer leur poids tous les lundis. Et ensuite, voilà, au début de l'année, au courant de l'année, on fait quand même une prise de circonférence, donc au niveau des bras, des cuisses, du torse, des hanches, de manière à surveiller un petit peu tous les phénomènes hypertrophiques qui peuvent intervenir. Et surtout assez régulièrement sur des athlètes. Alors, pour tous au début de l'année et pour certains courant l'année, on fait une prise de masse grasse grâce à la pince, de manière aussi à surveiller en fait la composition corporelle du nageur. Car évidemment, le poids, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut aussi rien dire. On a des athlètes qui sont très très secs, mais qui sont aussi lourds. Et inversement, on en a qui sont un peu plus lourds, mais qui sont moins secs. Donc en fait, juste le poids ne nous suffit pas. Donc on doit quand même identifier de manière assez précise la composition corporelle des nageurs et la suivre au fur et à mesure de l'année. Si on voit voilà, qu'il y a un nageur qui, entre guillemets, si j'ose dire, sort du cadre, ben voilà, on va lui dire, écoute, fais un peu plus attention. On va peut-être mettre des adaptations à l'entraînement qui sont différentes. C'est-à-dire que ben voilà, sur les 3 musculations, potentiellement, sur les 3, il y en a 2 où il va développer sa puissance et sa force. Et il y en a une où il va faire peut-être des circuits un petit peu de cross-training, de manière à augmenter un petit peu la dépense calorique générale sur la semaine et potentiellement rééquilibrer un petit peu cette composition corporelle. Donc voilà un petit peu comment je et comment on gère un petit peu l'aspect nutrition, nous, au quotidien. Et il y en a qui sont en surpoids un petit peu ou Non, on n'a quand pas de même nageur vu le nombre de calories qu'ils dépensent, ouais, ça. on n'a pas d'athlète qui est en surpoids, qui est en surpoids, c'est-à-dire que le poids, entre guillemets, n'est pas un problème chez nous. Mais des fois, on a des athlètes qui méritent de rééquilibrer, on va dire, leur composition corporelle en maintenant leur poids et en diminuant un petit peu la masse grasse, de manière à ce que le poids qu'ils ont, le poids total sur eux, soit plus utile que le poids qu'ils avaient avant. Mais sinon, non, on n'a aucun athlète qui est en surpoids par rapport à ça. Non, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et c'est entre guillemets assez rare qu'on ait ça, étant donné, comme tu as dit, les volumes juste drastiques d'entraînement dans la semaine qui se tapent, au quotidien. Non, non, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Ils sont tous en bonne forme, il n'y a pas de souci. Ouais. Bah, on peut bifurquer rapidement sur tes activités pro que tu Ouais. as à côté. Ben, bah, si tu veux en parler, vas-y. Alors moi, à côté d'être préparateur physique, je suis entraîneur de rugby depuis maintenant 10 ans. Donc ça fait aussi partie de mon activité principale. J'entraîne dans le club dans lequel je suis depuis que j'ai commencé le rugby au collège. Donc cette année, voilà, j'entraîne une équipe, on entraîne une équipe parce qu'on est un staff avant tout, une équipe de Fédéral 3, donc c'est le 5e niveau national, donc c'est quand même assez intéressant. Ça fait partie de mon activité, j'y suis 3 fois dans la semaine, avec les déplacements le week-end, etc. Donc ça remplit bien mon emploi du temps les mardis et les jeudis soirs, ainsi que les dimanches. Donc du coup, voilà ma deuxième activité principale. Après, voilà, je fais un peu de coaching personnalisé. Bon voilà, c'est un petit peu de mal à se mettre en place. Voilà, le bouche à oreille commence à faire son effet. J'ai de plus en plus de demandes et de clients. Voilà, bon, sans conflit d'intérêt, c'est ce qui va me permettre d'investir dans l'application que tu proposes, Perf Club, de bientôt. Donc voilà un petit peu mes activités. Après, les différents profils que j'ai en coaching un petit peu personnalisé, c'est que j'ai un nageur, voilà, une personne qui souhaite développer ses capacités en natation. Bientôt, je vais avoir un ami à moi qui fait du rugby, voilà, pour se remettre un petit peu dedans. J'ai une personne qui souhaite tout simplement perdre du poids. Donc voilà, il m'a contacté en septembre dernier en disant, voilà Antoine, j'ai un an et demi, je dois perdre 20 kilos. Ok, bon bah feu, ça m'intéresse, c'est parti. Et nouveau projet hyper intéressant que je vais avoir là début mars, c'est que je vais encadrer dans sa préparation physique
sur les 2 prochaines années une connaissance que j'ai pour préparer le concours d'entrée dans les antennes de la police d'élite, à savoir le GIGN. Donc ça, c'est un projet hyper intéressant qui me botte de plus en plus. Donc voilà, j'ai plusieurs athlètes qui sont tous différents. Encore une fois, ça me caractérise un petit peu, c'est que j'aime la diversité. Donc voilà un petit peu le point sur mes activités. Et ensuite, voilà, je travaille aussi avec la société Transfert dans laquelle je me suis formé pardon, pour faire des suivis à distance des personnes qui se forment à distance Mmh. sur la même formation que moi. Donc depuis cette année, cette formation a reçu avec le Covid, a eu un gros impact. Et du coup, il y a énormément de personnes qui souhaitent la passer. Donc du coup, voilà, je file un petit coup de main à cet organisme qui m'a donné tant, et c'est le juste, entre guillemets, le juste retour des choses. Trop cool. En quoi ça Yes. consiste le concours d'entrée pour le JSGN? Bah alors, il y a déjà, potentiellement, il y a une grosse partie psycho. Ça veut dire que voilà, les personnes qui sont solides psychologiquement ont, on va dire, un peu plus de chances d'y rentrer. Mais on va dire le plus grand ennemi, je pense, pour ces tests-là, ça va être la fatigue. Donc voilà, on va pousser ces gens-là à aller dans leur retranchement. Et avec la toute simple analyse que j'ai de ces personnes-là, c'est que physiquement, il faut être très fort de manière à être fatigué le plus tard possible. Donc du coup, épargner son mental le plus tard possible. Et, euh, et tout simplement parce que être fort physiquement, c'est un petit peu comme les jeux vidéo, quoi. On est tous derrière notre manette, mais celui qui a les meilleurs, on va dire les meilleurs bonus, on va dire, et il a plus de chances de gagner que l'autre. Et un petit peu dans le sport, c'est pareil. Comme au rugby, par exemple, voilà, plus on est fort physiquement, ça fait pas nous un meilleur joueur de rugby, mais par contre, on a plus de chances de gagner derrière. Mmh. Donc voilà un petit peu comment je vois ces tests-là. Donc ce qui est très bien, c'est que ça va être sur une longue période, un peu plus d'un an. Donc du coup, voilà, on va vraiment pouvoir prendre le temps de travailler un petit peu tous les aspects de ce qu'un bon gendarme d'élite doit avoir physiquement, à savoir une capacité cardio intéressante, une force, une puissance, une mobilité, un gainage, encore une fois, de l'agilité. Donc on va avoir le temps de travailler tout ça, donc c'est top. Et tu sais en quoi ça consiste, les épreuves précisément? Alors Déjà, pour ou l'instant, pas? pas du tout. Je ne me suis pas penché dessus pour l'instant. Je commence un petit peu à lire et à regarder un petit peu ça fonctionne. Mais voilà, j'imagine que une personne qui doit faire ça, comme je l'ai dit juste avant, elle doit être très complète. Et surtout, être complet, ça suffit pas. Il faut être très bon partout. Donc il faut être très fort, il faut être très endurant. Il faut être un robot, quoi, pratiquement, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va essayer de travailler ça sur les prochains mois. Bah, pour arriver un petit peu vers la fin, tu parles beaucoup de formation avec transfert, etc. Comment tu fais Ouais. pour rester à la page au quotidien et à continuer d'apprendre Alors au quotidien, là où j'apprends le plus, c'est dans mon métier. Forcément, voilà, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc j'essaye de savoir surtout pourquoi ça ne fonctionne pas des fois. Donc ça déjà, ça me forme au quotidien. Je ne suis pas quelqu'un qui honnêtement va lire énormément d'articles scientifiques. Je ne vais pas sur PubMed ou quoi que ce soit regarder les articles. Euh, donc, euh, donc, euh, je me forme au quotidien comme ça. Depuis cette année, j'ai décidé là depuis 2022 de lire beaucoup plus d'ouvrages. Pas forcément d'ouvrages, voilà, la Bible de la préparation physique, la Bible de je sais pas quoi, de lire plutôt des ouvrages sur des expériences de personnes qui ont vécu des choses. Là actuellement, je lis un livre, ça s'appelle Ce qui ne nous tue pas. Donc voilà, on finit tous la phrase naturellement, qui a fait une enquête et qui a testé la méthode de Wim Hof. Voilà, ça m'a assez intéressé pour voir un petit peu tout ce dont on est capable, quoi. c'est quoi la méthode Wim Hof? Je connais La pas. méthode Wim Hof, c'est la méthode par le froid et la respiration. Donc voilà, et ça m'a intéressé de voir comment une personne qui est sédentaire, en surpoids, après une méthode de plus un an et demi, arrive à gravir le Kilimandjaro en short. C'est juste incroyable, quoi. Donc, comment passer de son bureau, j'ai envie de dire, à Wall Street, au sommet du Kilimandjaro, la plus grande montagne d'Afrique, juste en short avec un sac à dos. Ça m'a interpellé, donc je me suis dit, voilà, comment il arrive à le faire. Peut-être que
ça peut se transférer dans mon activité au quotidien. Et après, bah, voilà, il y a aussi une source d'inspiration qui peut être dangereuse, mais avec lequel il faut prendre du recul. Ce sont les réseaux sociaux. On voit énormément de choses qui passent tous les jours, des choses intéressantes, d'autres qui sont moins intéressantes, mais c'est une mine d'or en termes d'exercice, en termes de protocole. Après, il faut prendre avec d'énormes pincettes ce qui se passe sur les réseaux sociaux et avoir quand même cette capacité d'analyse et de se dire, voilà, ça, est-ce que ça peut fonctionner dans mon activité? Ça, est-ce que ça peut fonctionner? Ça, je sais que ça ne fonctionnera pas, mais je le garde dans le coin de ma tête pour autre chose. Enfin, voilà, mais ça serait peut-être, on va dire, peut-être une erreur de se passer de ça, à condition, encore une fois, bien évidemment, d'avoir la capacité d'adaptation et de ne pas se dire, oh, ça c'est trop cool, ok, je le programme. Et puis au final, bah, il n'y a pas de réflexion derrière, quoi. Ouais. Donc il faut le faire de manière extrêmement intelligente, mais c'est une source qui n'est pas négligeable. Bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu voulais ajouter un mot ou autre Non, du tout. Moi, c'était mon premier, on va dire, mon premier tournage on va dire, de ma jeune carrière de préparateur physique. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir de le tourner avec toi, Gildas. Bah, moi Et aussi. voilà, j'ai hâte qu'il sorte et de voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, c'était un réel plaisir. Bah, le plaisir est partagé. Et puis moi aussi, de toute façon, je débute un peu. J'en ai fait quand même quelques-uns déjà, mais Ouais, c'est toujours un grand plaisir c'est top, bah, c'est de génial. discuter avec des gens que bah, on s'apprécie et puis de creuser Tout un à petit fait. peu quelques sujets et puis de se connaître un peu mieux aussi à Yes, travers le tout à format là, fait. quoi. Exactement. Tout à fait, c'est génial. Bah, on reste en contact et puis je vais Yes. de toute façon mettre en description bah, toutes tes infos, le lien pour Ouais, te contacter, les réseaux sociaux, etc. Et top, puis génial. comme ça, les gens pourront t'attraper. C'est génial. Top du top, Gildas. Ben, je te remercie. À bientôt. Bon entraînement. Yes, merci Gildas, à très vite. Merci beaucoup. Salut. Ciao, salut.